Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, la Cour des comptes demande la suppression des enveloppes parlementaires. Ces fonds mis à disposition des députés et sénateurs et distribués par leurs soins sur leur territoire pour financer tel ou tel projet. Système trop clientéliste pour la Cour des comptes. Le nini de Frédéric Thomas, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, au sujet de la situation sur le canton de Ballans-la-Riche. Il ne soutiendra ni le binôme emmené par le socialiste sortant et dissident Alain Michel, ni le binôme socialiste investi par le parti. Déclaration sur notre plateau tout à l'heure. Et puis elle est tourangelle et rencontre un sérieux succès. Lazy Company, une série loufoque sur la Seconde Guerre mondiale, en tournage actuellement au château de Candé. Un retour aux sources, on vous l'expliquera tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, les chiffres de la sécurité routière au mois de janvier. Hausse de 12% au niveau national avec 263 tués sur les routes. L'Indre-et-Loire est en revanche à contre-courant avec une stabilité du nombre de morts. Un mort le mois dernier sur les routes. Et si le nombre d'accidents a baissé, le nombre de blessés est toutefois en hausse de 21%. On en vient maintenant au rapport de la Cour des comptes. Cette dernière épingle les réserves parlementaires, ces enveloppes financières mises à la disposition des députés et sénateurs pour venir en aide au tissu local. Cela va de l'aide à un projet communal au financement d'associations. La répartition de l'enveloppe se fait à la complète discrétion du parlementaire. La Cour des comptes réclame leur suppression, système dépassé qui favorise, selon elle, le clientélisme. Et c'est justement aujourd'hui que l'Assemblée nationale a publié les montants affectés en 2014. Anaïs Michon. C'est le député UMP d'Indre-et-Loire, Philippe Briand, qui a le plus pioché dans sa réserve parlementaire en distribuant en 2014 204 000 €. S'il dépasse la somme maximale allouée à chaque député qui en fait la demande de 130 000 €, c'est grâce à sa fonction de questeur. Patrice Martin-Lalande, lui, a fait l'objet l'an dernier d'une subvention exceptionnelle et atteint donc 141 000 €. Les autres députés ont utilisé la réserve parlementaire dans leur intégralité, ou quasiment, à l'exception de Claude Greff, qui a aidé les associations et communes à hauteur de 64 000 €. Le nombre de bénéficiaires permet de comprendre les choix de chacun. Alors que Jean-Patrick Gille a accordé 14 aides financières, Laurent Baumel, pour la même enveloppe, en a distribué 37. Quand on regarde à présent le bénéficiaire principal pour chaque député, on peut observer que Philippe Briand a octroyé 100 000 € à sa commune de Saint-Cyr. Une somme conséquente, mais rien de bien étonnant, puisque la statue du général de Gaulle, inaugurée en 2011, avait elle aussi été financée par la réserve parlementaire à hauteur de 90 000 €. Patrice Martin-Lalande aide en premier le SAMU et Jean-Patrick Gille, la protection civile 37. Mais lorsqu'on les interroge, tous sont agacés par le rapport de la Cour des comptes qui dénonce des dérives clientélistes. Quand vous donnez un sou à la commune de Langeais, je ne pense pas que le maire de Langeais il va se mettre à voter pour moi plus particulièrement. Quand je le fais dans une commune qui m'est opposée, je ne pense pas. Mais par contre, si c'est utile à la population, on va le faire. Quand vous êtes député de l'ensemble des citoyens de votre circonscription. J'ai lu, je ne sais pas où, que c'était une manière d'acheter des voix, mais pourquoi 130 000 € du député, ça serait acheter des voix, et le maire de Tours, il distribue 20 millions aux associations. Et lui, c'est voté par le conseil municipal, nous, c'est voté dans le budget de l'Assemblée. Pour Claude Greff, comme pour Laurent Baumel, supprimer cette réserve parlementaire n'est pas une bonne idée, puisqu'elle permet un lien de proximité. On a plutôt un outil qui est intéressant parce que ça permet aux députés qui sont sur le terrain, de pouvoir aider des élus locaux qui se remontent les manches tous les jours pour faire vivre leur territoire. Et d'une certaine manière, pour nous, c'est un instrument aussi qui crée un lien qui me paraît positif et utile. Un outil efficace qu'ils devront peut-être défendre, puisqu'au-delà de la dérive clientéliste, à l'heure de faire des économies, la Cour des comptes pointe également le coût de gestion de ces subventions. Les élections départementales à présent, elles sont abordées côté PS sous le signe de la polémique et de la désunion. Un cas largement évoqué, le canton de Ballans-Miret-la-Riche. Il y a un binôme emmené par le socialiste sortant Alain Michel et un binôme socialiste investi par le parti. Chacun y va de son soutien. Frédéric Thomas, le président sortant du Conseil général, lui, ne soutiendra personne. Une sorte de nini qu'il évoque sur le plateau de TV Tour. On l'écoute. J'ai fait un choix très clair. Je ne soutiendrai ni l'un
ni l'autre, car je n'accepte pas la division, car la division, elle est dévastatrice. Et donc, en aucun cas, puisque j'incarne une majorité départementale qui se veut au-delà des partis, puisque dans cette majorité départementale, il y a des divers gauches, il y a des membres du PRG, des membres d'organisations écologistes. Et puis, il y a des gens qui ne sont encartés, qui sont de la société civile. Donc, à ce titre, je ne donnerai ni le label, si on peut appeler ça ainsi, Matouraine ou majorité départementale, à l'un des candidats sur Ballon-la-Riche. Frédéric Thomas face à la rédaction. Dans le cadre des élections départementales, c'est à voir ce soir, notamment à 19h30 et 22h30. Émission durant laquelle Frédéric Thomas est interpellé sur la question de l'investissement. Si celui-ci est en baisse, eh bien, c'est la faute de la droite, selon lui. On l'écoute. Répondre sur les investissements, parce que on a Jean-Gérard Pommier qu'on pourrait associer à Merlin l'Enchanteur. Quand il dit « je n'augmenterai pas les impôts et j'augmenterai les investissements », on sait ce que c'est ce qu'ils ont fait en 2005. Ils ont pas augmenté les impôts, ils ont stabilisé l'investissement et ils ont augmenté de 16 millions d'euros. Regardez dans les documents administratifs, dans les comptes administratifs. Le faible investissement, on le paye à donc le cap Jean-Gérard Pommier et Jean-Yves Couteau et Pierre Louot, c'est le cap du naufrage, du gouffre de la dette. On s'arrête maintenant sur des troubles qui coûtent cher, très cher à la sécurité sociale. Les troubles musculo-squelettiques. Beaucoup d'entre vous sont concernés, avec à la clé parfois des arrêts de travail. Écoutez bien ces chiffres. En 2010, ils ont concerné 43 000 cas, soit l'équivalent de pratiquement 10 millions de journées de travail perdues, et avec un coût moyen de traitement par salarié de 22 000 €. Certaines entreprises ont bien compris le besoin de traiter le problème en amont. C'est le cas à Ballon-Miré d'une société de BTP et de génie civil. Vous allez le voir, la prévention passe même par l'échauffement en début de matinée. Aurélie Renaud. Pas question de mettre un orteil sur le chantier sans s'échauffer. C'est d'ailleurs une obligation chez Jérôme BTP, une entreprise de génie civil installée à Ballon-Miré. C'est pas du tout difficile, il faut prendre le bon geste dès le départ. Et les gars ont pris vraiment conscience de la posture à prendre pour pelleter et tout ça. Vers le haut, respirez bien. Chaque matin, l'échauffement est calqué sur ce panneau qui résume les gestes et les postures à adopter. Sur les photos, les chefs de chantier de l'entreprise. Une séquence de 10 minutes d'échauffement imaginée par Paul Durix, kinésithérapeute. Son objectif, lutter contre les TMS, les troubles musculo-squelettiques, allant de la simple lombalgie à la hernie discale. Je vérifie un petit peu leur posture, je les aide un petit peu là, vraiment dans la tranchée pour, dans ces situations difficiles, essayer de, voilà, comme il fait là en ce moment, c'est super. Si on démarre à froid le matin, le corps est à 36, les muscles sont à 36 degrés. Le matin, quand on se réveille, on est tous raides le matin. Et ben, on va user un peu plus rapidement les articulations. On risque de faire des claquages. On peut se faire des entorses de cheville. Fatigué de devoir licencier des ouvriers en incapacité totale de travail, le dirigeant de Jérôme BTP a donc décidé depuis 10 ans de sensibiliser ses salariés au TMS. Chaque année, une formation leur est dispensée. Le coût de formation par salarié est entre 250 et 300 €. Eu égard à tous les résultats escomptés, donc moins d'accidents du travail, moins d'arrêts, moins de traumatismes, moins de douleurs, etc., c'est un coût que j'estime marginal. Je pense qu'on est en train de lutter contre une représentation du travail qui est de se dire « c'est normal que j'ai mal le soir parce que j'ai travaillé ». Tourangeau, Tourangelle, apprêtez-vous à un peu de changement culturel dans les rues de la ville. Désormais, à côté des pelleteuses, il faudra s'habituer à ce type d'animation. Car l'entreprise Jérôme BTP compte bien convertir ses collègues et concurrents à une lutte universelle, celle contre le mal de dos. De bons succès d'audience sur une chaîne de télévision appartenant à une entreprise de téléphonie. Lazy Company est une série loufoque sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu Papa Schultz en version moderne et en plus déjantée. Et bien cette série est Tourangelle et déjà la 3e saison avec un retour aux sources. L'équipe de tournage est revenue au château de Candé, là où les premières scènes avaient été tournées. Sur place, Sabrina Meloult. Ok, coupez, vous m'en faites une dernière et on remballe. La scène se tourne dans une cave très sombre au domaine de Candé. La Lazy Company prépare dans le plus grand secret la saison 3, très attendue par des fans de plus en plus nombreux. Une série made in Touraine. Alexandre Philippe, le caporal Jack Niels dans la série, est aussi l'un des créateurs de Lazy Company. Une série successful, produite par une petite maison de production tourangelle,
né sur les terres de Touraine. C'est vrai, on a commencé du coup à tourner les premiers pilotes au tout début avec Samuel et Alexandre Philippe en Touraine, 4 petits pilotes. On a tourné dans la campagne Tourangelle. On les a montés chez Sipir et Sur Terre Productions et on a créé ensuite derrière tout l'habillage, on va dire le packaging, on va dire du projet. Et ensuite on a été chercher des chaînes de télévision pour voir si on pouvait voilà, vendre le projet. Toi t'es un guignol, toi t'es un guignol, toi t'es un guignol, toi t'es un guignol. Voilà, ça fait 4 guignols. L'intrigue se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale, juste avant le débarquement. 4 soldats américains drôlement incompétents se rencontrent et enchaînent maladresse sur maladresse. La Lazy Company est née. Nom de merde. Tu vois ça tout autour? C'est de la française. J'ai déjà pratiqué dans le Cantal. Ça se bien baise, mais c'est un peu farouche. C'est moi qui m'embrasse pas. On risque plus rien, on est en zone sécurisée ici. Je suis Leicester Junior, un sergent un peu... Il a un peu de mal, comment dire ça? Il est plein de bons... mais... Merde! Mais c'est compliqué. Vous l'aurez compris, le sergent-lieutenant Leicester Junior est en fait un peu gauche, voire très maladroit. Des personnages déjantés qui tranchent avec une intrigue traditionnellement portée à l'écran dans le drame. Et c'est précisément ce qui a plu à Alban Lenoir, qui interprète l'un des rôles principaux. Carte blanche. Non, ce qui me plaît dans cette série, c'est qu'on... déjà, c'est complètement délirant. On est beaucoup dirigé par Samuel, donc c'est vraiment agréable. Et on s'amuse. On se caille aussi, mais on s'amuse. Une petite mine d'or pour le responsable du pôle cinéma à Séclic, en région centre. Made in Touraine, s'il n'y a pas la qualité derrière, quelque part, comme nos aides sont sélectives, ça pourrait ne pas être suffisant. Dans le cas présent, la qualité était au rendez-vous, l'originalité du propos était au rendez-vous, l'ambition du scénario et de la mise en scène était au rendez-vous. Donc voilà, toutes les raisons qui nous ont conduit évidemment à soutenir très fortement cette série. Le secret du succès de Lazy Company, difficile à dire. Une certaine fraîcheur, une équipe dynamique et talentueuse et surtout furieusement sympathique. Allez, on termine avec ce journal avec une autre idée originale qui émane cette fois-ci d'étudiants de Tours. Ils ont lancé un concours. L'objectif, c'est de faire prendre en photo sur un arrêt du tram de façon originale pour en illustrer son nom. Cela donne des clichés plutôt sympas et on voit cela avec Maxime Brandstetter et Amandine Piombini. Une Marianne à l'arrêt de tram national, une statue à Liberté ou même un nudiste, tout est normal. Ce sont juste des participants au concours Arrêt sur image, un projet créé par des étudiants d'information et communication à l'IUT de Tours. Nous, on est arrivé à l'IUT en fait le mois où il y a eu l'inauguration en septembre 2013 du tramway. On s'est dit, vu qu'on a un projet tutoré à faire au sein de notre formation en communication, on s'est dit on va jouer autour de ce tramway, il est nouveau et il faut l'utiliser parce que à Tours, il faisait à la fois polémique et à la fois il y avait aussi déjà des expos photos sur la construction autour du tramway. Et on s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu innovant, faire participer les Tourangeaux et s'amuser avec le nom des arrêts de tramway qui était assez évocateur. Le principe est simple. Se prendre en photo avec le nom d'un arrêt de tram, en l'illustrant de la manière la plus originale possible. Un défi pour lequel certains n'hésitent pas à prendre des risques et qui rencontre un certain succès. Je trouve l'idée originale, c'est la première fois qu'il y a un tel concours organisé comme ça depuis que le tram existe, vu que ça fait peu de temps. Bon, c'est un peu cliché ici à Liberté, j'ai essayé de reprendre par rapport à l'actualité et je me suis pris en photo donc avec le canard enchaîné par rapport à la liberté d'expression et par rapport aux attentats qui ont eu lieu en début d'année au journal de Charlie Hebdo. On est plutôt satisfait, on a une trentaine de photos avec plus d'une dizaine d'arrêts représentés différents, donc il nous en faut plus, mais on voit qu'il y a de l'originalité dans le contenu des photos. Vous avez jusqu'au 24 février pour participer. Les 3 meilleurs clichés recevront un prix et les 12 retenus seront exposés à partir du 14 mars au Café Narbet. Reste avec nous dans un instant notre invité Antoine Destré, directeur académique de l'Indre-et-Loire. Et on va parler des mesures présentées par Najat Vallaud-Belkacem au lendemain des attentats de Paris.